Acheter en privé ou en société, c'est peut-être une question que vous vous posez. On va y répondre avec notre panel d'experts dans ce nouveau rendez-vous des proprios, une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya, PNV et Imovlan. Et pour parler argent, évidemment, encore un beau casting. On reçoit Anthony Urbain. Bonjour, bonjour. Merci d'être là et de faire acte de présence. Avec grand plaisir. Juste de présence ? Mais justement, ce que j'allais dire, j'espère que tu feras un peu plus que acte de présence. Je vais essayer de faire comme je peux. N'oublie pas qu'il y a le 1 million de vues à atteindre aussi au niveau des Reels. C'est Ken qui est toujours le chroniqueur qui cartonne sur les réseaux sociaux. Essaye de faire aussi bien parce qu'aujourd'hui, investir en société ou à titre privé, c'est quand même un sujet qui te parle, quoi. Ça a été fait pour moi. Eh ben écoute, j'ai hâte de découvrir tout ce que tu vas nous dire dans un instant. On va continuer avec Eric Spitzer qui est avec nous, CEO d'Imovlan. Merci d'être là. Mais merci de me recevoir. Nouvel épisode. Tu intègres l'équipe des chroniqueurs, donc on te verra vraiment de manière récurrente tout au long de la saison. Merci en tout cas de nous faire confiance et puis de nous rejoindre. Mais toujours ravi de venir parler du monde trépidant de l'immobilier, donc c'est toujours un plaisir. Et puis Elodie qui commence à être aussi une petite chroniqueuse récurrente dans cette émission, qui a toujours des très bons conseils à partager dans notre émission, mais pas que, puisque toi aussi tu partages énormément de contenu. Il y a même une vidéo qui circule sur investir en privé ou en société. Donc si nous on n'est pas très clair, on n'est pas très ouf, allez voir sa vidéo, elle sera peut-être meilleure ou aussi bien. En tout cas, merci d'être là, Elodie. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation et puis on va vous apporter un maximum de valeur comme toujours cet épisode. C'est vrai qu'on entend souvent quand on cherche à investir dans l'immobilier, cette question revient sur la table d'investir en société ou en privé. Pour beaucoup c'est pas très très clair, pour ceux qui sont pas forcément indépendants ou bref, moi j'ai vraiment envie qu'on mette tout sur la table et que les choses soient claires à la fin de ce podcast et de ce rendez-vous qu'on peut suivre aussi sur YouTube en images. Donc venez nous rejoindre. Anthony, investir en société, première question. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot société ? Ça paraît clair pour certains. C'est toutes les sociétés, SRL, SA, ou alors c'est limité qu'à certains profils de société ? Non, tu peux investir à partir du moment où tu as une société, tu peux investir dans l'immobilier de manière, si je peux dire ça, le mot c'est patrimonial, quoi. Donc comme diversification de patrimoine, tu as ton activité commerciale, tu peux très bien dire ok, je vais investir dans l'immobilier parce que mon compte épargne me rapporte que dalle. Eric, j'ai une société, je vends des fruits et légumes. Je peux garder ce numéro TVA-là et investir dans l'immobilier ? Oui, il y a juste une précision, mais les notaires en général prévoient cette éventualité, c'est que dans les statuts, une société c'est une entité juridique distincte, on va faire un peu de vulgarisation du droit, mais voilà, c'est une personnalité juridique différente, et ce qui régit son activité, ce sont les statuts qui sont établis par un notaire, et en général, les notaires le prévoient, il faut que dans les statuts de la société soient autorisés à réaliser des opérations immobilières. C'est en général assez standard parce que les notaires choisissent des objets sociaux assez larges. Si on change d'activité ou si on veut faire autre chose, voilà, c'est pas quelque chose qui est très très précis. C'est en général prévu, mais il faut juste vérifier. Sinon, lors d'un contrôle, on peut s'exposer à éventuellement des problèmes. Et ça se fait aussi au niveau du guichet d'entreprise, non ? Elodie, il faut le préciser ou pas ? Souvent, au guichet d'entreprise, quand on crée sa société, on demande quelle va être ton activité. Il y a ces fameux codes NAS, je sais jamais comment on le prononce. Code NAS, ouais. Est-ce qu'il faut à ce moment-là avoir le réflexe de dire je risque potentiellement d'investir dans l'immobilier, donc mettez investisseur immobilier. Il vaut mieux de manière générale tout prévoir en amont, comme ça le jour où potentiellement à un moment donné il y a peut-être une bonne affaire qui se présente, on a envie d'optimiser son patrimoine, d'optimiser sa fiscalité en société, ça on en parlera un petit peu plus tard, c'est mieux d'avoir tout fait, comme ça au moins hop, on saisit l'opportunité et on avance. Alors pourquoi c'est une question qui doit se poser d'investir en société ou pas, Anthony ? C'est parce que c'est fiscalement intéressant ? Mais en fait, il y a deux cas que tu peux différencier pour moi. C'est, je pense que si tu es salarié, de toute façon, dans un premier temps, c'est mieux d'investir en privé. Parce que tout simplement on reste encore, si je peux dire ça, dans un petit paradis fiscal en Belgique aujourd'hui où, je dis bien aujourd'hui, les revenus ne sont pas taxés, si je peux dire ça, et donc c'est quand même relativement chouette. Par contre, si tu as trop de patrimoine en privé, tu peux être ce qu'on appelle requalifié. Donc c'est-à-dire on peut considérer que ça devient ton activité commerciale et donc tu serais taxé comme quelqu'un qui en fait l'activité. Donc ça c'est une première chose. Ou alors, à côté de ça, tu as, comme je dis tout à l'heure, une activité commerciale, tu as déjà des revenus et donc du coup ça devient plus pour diversifier ton patrimoine et que ce soit en privé ou en société, il y a des avantages et des inconvénients. Elodie, pour toi, à quel moment la question doit se poser d'investir en société ? Et il nous dit qu'à titre privé, il ne faut pas trop s'emballer, mais à partir de combien de biens, selon toi, alors il faut se poser la question ? Ouais, alors c'est une question qui est, entre guillemets, difficile à répondre, parce que c'est vrai qu'on va dire peut-être jusqu'à 4-5 biens. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par bien. Si on a 4-5 biens d'1 million,
voilà, il y a peut-être un sens à aller investir en société plutôt. Si on parle d'un petit studio, ben forcément c'est encore différent. Mais pour un particulier, enfin pour je veux dire des salariés qui voilà ont un salaire dans la norme, etc. On est mieux de rester sur un investissement en personne physique. On va être plus facilement finançable, on va être moins taxé. Enfin il y a pas mal de choses qui sont positives pour ces personnes-là. Après pour la partie société, ça va être plutôt intéressant quand on a déjà une société qui fonctionne avec comme on le disait tout à l'heure un objet à l'intérieur qui est un objet commercial. Eh bien ça va être intéressant aussi pour optimiser du coup sa fiscalité, puisqu'en fait on va pouvoir déduire aussi beaucoup et donc de facto en très résumé à un moment donné payer moins d'impôts, faire diminuer sa base imposable et puis se constituer un patrimoine au sein de sa société qui va augmenter la valorisation de celle-ci et tout ce qui s'ensuit. Donc ça dépend vraiment de la situation dans laquelle on est, mais l'un n'empêche pas l'autre. Eric, investir en société, ça veut dire que le bien il appartient à la société. Il faut être sûr que sa société elle puisse avoir un avenir radieux, quoi. Alors, de manière générale, tout est toujours une question de projet global et de vision globale. Pourquoi est-ce qu'on veut investir dans un bien immobilier? Est-ce que c'est la société qui a besoin d'un espace de stockage ou d'un bureau? Là, c'est tout à fait logique. Est-ce que c'est à titre d'investissement parce qu'elle génère du cash et qu'elle veut diminuer sa base taxable? Au niveau taxation, il ne faut pas oublier que Dieu donne d'une main et reprend de l'autre, Dieu étant l'administration fiscale. C'est-à-dire qu'on peut déduire toute une série de frais, effectivement. La déductibilité est plus importante en société, que ce soit au niveau du capital, des intérêts ou des droits d'enregistrement. Mais par contre, en bout de course, quand on revend un bien, la société va évidemment avoir une taxation sur la plus-value qui va être beaucoup plus forte. Les loyers vont aussi rentrer dans la société, donc vont être l'objet d'une taxation à un certain moment. Donc il faut vraiment regarder l'opération d'un point de vue global et se dire, OK, quel est mon horizon temporel? Est-ce que je veux faire un one-shot ou est-ce que je veux me constituer effectivement, comme l'a dit Elodie, un patrimoine au fur et à mesure? Et là, ça a plus de sens. Donc, c'est pas juste un switch société-privée. Il faut vraiment réfléchir à l'objectif long terme. Anthony, tu acquiesces? Oui, je suis d'accord avec lui et il faut rajouter aussi quelque chose, c'est que oui, pour faire diminuer la base imposable, d'accord, mais il faut pas oublier qu'un crédit, c'est comme en tant que particulier, un crédit hypothécaire, entre guillemets, va se faire comme sur 20 ans, donc l'amortissement n'est pas non plus, monstrueux, c'est pas avec ça, je veux dire qu'on va diminuer de moitié, par exemple, sa base imposable. D'autant que maintenant, l'administration, je pense, impose même 30 ans. Donc si on achète, une société acquiert un bien, pour faire simple, de 300 000 €, eh bien, sur un amortissement linéaire, on va avoir des frais d'amortissement, donc une base imposable qui va diminuer de 10 000 € par an, puisqu'on divise 300 000 par 30 ans, donc c'est 10 000 €. Donc, c'est pas non plus la panacée universelle en disant je payerai pas d'impôts, c'est bon, je vais amortir ça en 5 ans. Non, de nouveau, c'est du long terme, mais l'avantage fiscal, même sur 30 ans, est beaucoup plus important qu'en personne physique, puisqu'en personne physique, on peut vraiment déduire le capital de manière très, 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 très limitée. Anthony, je posais la question à Elodie, justement, à partir de combien de biens il faut passer en société? T'as fait une petite grimace, t'as fait une petite moue oui, parce que je suis complètement d'accord avec elle. En fait, c'est c'est compliqué parce que, entre guillemets, si je peux dire ça, les contrôleurs fiscaux ne sont pas non plus. Il n'y a pas, je vais dire, un cadre légal où on te dit ah, ok, toi c'est trop peu. C'est apparenté aujourd'hui, en tout cas dans ce qu'on entend, c'est plutôt une notion de bon père de famille, si je peux dire ça. Donc en gros, si, un peu comme elle a dit tout à l'heure, tu as 5 biens, je vais prendre un exemple extrême pour que tu comprennes, ça va, mais imagine que tu es sur le chômage, tu gagnes 1 000 € par mois, mais à côté tu as un patrimoine immobilier de 1 million d'euros. 1, 2, 3, 4, 5 millions. Ok, tu as tes revenus du chômage, mais tu as genre 15 fois plus de revenus de l'immobilier. Quelque part, c'est ton activité commerciale. Et tu continues à utiliser ce patrimoine-là pour faire ça. Tu es rentier, donc ce serait plutôt normal qu'on en fasse quelque chose. Il y a ça, il y a aussi le fait si ton métier est apparenté déjà à une profession en rapport avec l'immobilier, notamment des entrepreneurs, peut-être des coachs en immo, peut-être des agents immobiliers. Eux, on sait que par leur métier de base, ils ont déjà des avantages par rapport à d'autres et donc ils ont plus de facilité, donc on va plus vite les apparenter à des revenus professionnels de l'immobilier. Je me mets vraiment dans la peau du gars qui démarre, qui n'y connaît pas grand-chose, qui a peut-être une société. Quand on achète un bien, parfois ici on l'achète pas seul, on l'achète en couple. Elodie, le fait de l'acheter en société, ça peut changer, ça change quoi? Comment il faut aborder les choses?
Alors en fait, il faut dissocier du coup la personne physique seule, la personne physique en indivision, et puis après la société. On peut avoir plusieurs montages, et c'est ça qui est intéressant avec les sociétés, c'est que ça peut être créatif. On peut du coup voir dans sa société plusieurs personnes qui sont actionnaires, et donc chacun a un petit peu des parts. Donc le bien appartient à la société, et donc quelque part, chaque actionnaire a une petite part aussi de ce bien. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de se poser la question de est-ce que dans sa société, ou si on a plusieurs sociétés, est-ce que je l'achète dans une société que j'ai peut-être par exemple moi seul, ou est-ce que je suis actionnaire avec quelqu'un, parce que du coup le patrimoine n'appartient pas seulement à moi en tant que tel, mais à l'autre aussi. En personne physique, là c'est une indivision classique, mais on pourrait imaginer aussi des montages qui peuvent aller plus loin, où on pourrait acheter d'une part en personne physique et d'une part avec sa société pour avoir une indivision, et à ce moment-là aussi bénéficier d'avantages tels que s'il y a une revente d'une entité juridique à une autre, donc d'une personne morale à une personne physique, on ne paye pas 12 ou 12,5% de droits d'enregistrement, mais seulement 1%. Donc il y a des optimisations qui savent être faites au niveau de la société. Attention du coup que ça ne va pas concerner tout le monde, ce que j'explique notamment ici, quoi. Il y a des gens qui nous écoutent, qui sont hyper intéressés, qui disent « Ok, je comprends que fiscalement, ça peut être intéressant, etc. Mais c'est un projet de vie que j'avais avec ma femme ou avec mon conjoint, qui n'a rien à voir avec ma société, qui n'a pas de part, qui n'est pas actionnaire. On n'est même pas mariés, par exemple, tu vois. Et je rentre après avoir écouté ce podcast et je lui dis « Écoute, on va acheter, c'était ce qu'on avait prévu, mais on va l'acheter via ma société. » Comment est-ce qu'on intègre dans l'équation le conjoint ou la conjointe ? Pour qu'elle se dise à la fin, ok, moi ce bien, il m'appartient quand même un peu, c'est-à-dire tous les jours je suis dedans, j'investis, mais il m'appartient quand même un peu. Deux possibilités, soit tu l'intègres pas, tu fais ça en privé, parce que comme Milo vient de le dire, là c'est 50-50, vous achetez chacun votre partie, c'est très bien comme ça, ou alors effectivement il faut que ta femme, ton homme, peu importe, ait des parts dans ta société, et idéalement si tu veux vraiment être dans le truc total, c'est 50-50 quoi. Mais c'est plus compliqué si par exemple moi je suis indépendant, ma compagne ne l'est pas, c'est ma société, j'ai créé de la valeur entre guillemets, et je travaille dedans. En général il y a autre chose que juste du patrimoine immobilier, tu vois. On peut par exemple sortir, donc on crée une société, il y a un pacte d'actionnaires, on finit par acheter ce bien. Et à un moment donné, dans le pacte d'actionnaires ou dans une convention, on précise des choses par rapport à son conjoint, sa conjointe. On peut faire ça aussi pour dire ok, à un moment donné, même si on peut tout faire, mais de nouveau, on peut tout faire dans les limites de la loi, mais on peut prévoir toute une série de dispositions. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une entreprise est une société, est une entité juridique distincte, donc c'est vraiment une personnalité, même si c'est l'entrepreneur qui a sa propre société, qui est tout seul, ce qu'on appelle le one-man show au niveau entreprise. Mais il faut faire attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Les comptes de la société ne sont pas les comptes privés. On peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. C'est un peu dangereux. Donc, il faut toujours se faire conseiller, je pense, par un comptable ou par un fiscaliste, d'une part. Mais on peut prévoir toute une série de dispositions. Il y a aussi une forme de montage, une forme d'opération qui était très, très en vogue jusqu'à il y a quelques années. Après, l'administration fiscale est un petit peu tombée dessus. C'est le mix usufruit nue propriété. C'est-à-dire que un bien en pleine propriété, c'est un petit peu technique, mais c'est intéressant. Un bien en pleine propriété, ça se décompose en deux parties. La nue propriété, je possède le bien, je possède les murs, et l'usufruit, je possède la jouissance. Donc, je peux l'occuper, je le loue, je récupère les loyers, et les deux font la pleine propriété. Et il y avait à un certain moment, je ne vais pas dire une mode, mais quand même un montage qui était assez répandu, qui était les personnes physiques achètent la nue propriété, donc ils sont nus propriétaires, ça représente avoir un bien et pas pouvoir l'occuper, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc on considère que c'est 30%, 20, 30, 35%. Et l'usufruit, c'est la plus grosse partie, c'est la société qui l'acquiert, et la société paye cet usufruit, finance cet usufruit. Et en fait, l'usufruit s'éteint au bout d'un certain nombre d'années, 15 ans en général, et la pleine propriété revient vers les personnes physiques. Alors, il faut de nouveau être très prudent par rapport à ça. Il ne faut pas se ruer chez son comptable ou chez son notaire en disant « Super, j'ai entendu le podcast, on va faire ça ». Parce qu'évidemment, il doit y avoir un intérêt économique dans le chef de la société, de l'entreprise, qui doit se dire, le contrôleur va dire « Mais pourquoi est-ce que l'entreprise fait ça ? Elle ne fait pas ça pour faire un cadeau à son gérant, à son actionnaire. Il faut qu'elle ait un véritable intérêt économique. » On parlait, à juste titre, c'est vraiment une notion légale, mais qui est très interprétable, de la gestion en bon père de famille pour les personnes physiques. Eh bien, pour une entreprise, c'est l'intérêt économique. Une entreprise commerciale doit chercher à faire du profit.
C'est pas une entreprise philanthropique, c'est pas une ASBL. Donc il faut faire du profit. Donc si c'est dans le cadre de ces activités pour générer du profit et de la valeur, alors c'est jouable, mais il faut quand même faire attention. Eric, tu parlais d'usufruit. Il y en a autour de la table qui aiment beaucoup les fruits, qui en mangent beaucoup. C'est Anthony, et depuis 5 minutes là, il veut réagir. Vas-y, je te laisse réagir. Non mais voilà, pour compléter ce que tu dis, effectivement, là il y a donc le fait, tu parlais de 15 ans tout à l'heure. Des conseils qu'on m'a déjà donné de fiscalistes que j'ai côtoyés, c'est justement de ne pas se limiter à 15 ans, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin pour montrer à l'administration que justement tu dis bah écoute, vous voulez bien me prouver que en fait c'est ça, normalement c'est 15 ans mais moi je suis allé jusqu'à 20, c'est bien la preuve que la société avait un intérêt. Ça c'est la première chose. Et une technique qui a été utilisée aussi il y a quelques années et qui est toujours utilisée mais effectivement que le fisc n'aime pas trop, c'est de dire que j'achète un terrain en privé et je construis ma société dessus, et au bout de X années, même chose. En fait, le patrimoine revient dans le bien en privé, en fait, si tu veux, sans taxe, sans rien, parce que justement, tu as construit sur le terrain et que par définition, quand ça fait X années, tu peux récupérer le bien, quoi. Mais on invite ceux qui nous écoutent, s'ils ont pu expérimenter des montages particuliers, à les mettre justement en commentaire. Comme ça, on augmente notre catalogue de bonnes pratiques, hein. Évidemment, c'est le but aussi de cette émission. On parlait justement de faire les choses en bon père de famille, etc., ou en bon gestionnaire de société. J'achète un bien en société. Est-ce que ça veut dire qu'après, derrière, par exemple, des achats d'aménagement, donc le bien, il est souvent privé, mais acheté en société, est-ce que derrière, parce que j'ai acheté en société, je peux acheter des luminaires, je peux acheter un transat pour mon jardin avec mon numéro de société ? En fait, ça va dépendre le montage que tu fais derrière. Idéalement, vu que ta société elle a un but économique, elle doit plutôt investir. Et donc, tu pourrais très bien imaginer d'acheter un bien que tu vas occuper toi, dans lequel tu vas tout faire financer par la banque, et puis derrière, l'occuper à titre privé, en tant que personne physique. Et là aussi, potentiellement, dépendamment du montage que tu vas faire, te verser par exemple peut-être un loyer qui est beaucoup plus modéré par rapport à ce que tu pourrais demander à quelqu'un. Et d'un autre côté, du coup, derrière, déduire plus de choses. En fait, il faut juste que ça ait un sens et que ça ait une logique, parce que sinon, derrière, t'as le fisc qui voit ça et qui se dit, c'est un peu trop facile sinon. Donc, tu dois toujours aussi quand même veiller à un minimum que ça soit vraiment intéressant, mais que ça soit pas non plus trop borderline, pas faire n'importe quoi, parce que voilà. C'est-à-dire que si tu achètes un bien en société mais que tu l'occupes à titre privé et que la société perçoit un loyer de 150 € par exemple, alors que sur le marché un bien pareil se loue à 1200 €, tu peux pas juste dire, vous voyez, je perçois un loyer. Non, le contrôleur ou l'administration fiscale va dire, attendez, vous avez un loyer qui est beaucoup, beaucoup trop bas par rapport au marché. Donc vous faites un cadeau. La société vous fait un cadeau qu'elle ne doit pas faire, un cadeau qui ne se justifie pas. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, vous avez le droit d'occuper un bien pour 1/10 du montant? Donc elle requalifie ça. De nouveau, c'est un peu technique, mais c'est le genre de choses qui risquent très fort d'arriver si on exagère, en avantage en nature. C'est-à-dire que c'est comme si la société vous payez le loyer que vous ne payez pas et que vous le remboursez. Donc c'est un poche gauche, poche droite. Sauf que, évidemment, sur cet avantage en nature, la personne physique va être taxée. Donc il faut faire attention. Évidemment, c'est toujours, vous savez, la discussion avec l'administration fiscale, c'est toujours un peu de la négociation de kermesse au boudin. Hein. Il n'y a pas vraiment une norme qui est immuable. Donc il faut être raisonnable, essayer d'être sur quelque chose que l'administration va accepter et éventuellement même d'aller demander à l'administration en disant voilà, j'ai telle opération, c'est ce qu'on appelle un ruling fiscal. Donc on contacte l'administration préalablement en disant voilà, ça c'est l'opération que je vais faire, il y a autant de mètres carrés, je vais les occuper en privé, en bas il y a un hangar et ça c'est pour ma société, mais au premier étage il y a ou duplex machin. Comment est-ce que vous voyez les choses, et là on discute avec l'administration, comme ça on a un accord préalable de l'administration. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Anthony, les banques, elles aiment quand on achète en société? Oui, tu peux effectivement faire les deux. Parce que les indépendants, généralement, ils les aiment pas trop. Hein. Quand on va chercher de l'argent en étant indépendant, souvent c'est un peu compliqué. Oui, attention que indépendant, personne physique et société, c'est pas la même chose. D'accord, mais une société, c'est pas forcément une société qui a des millions d'euros non plus. Et il y a aussi des risques. Donc si demain je vais toquer à la porte de ma banque, je dis voilà, j'ai une société, j'ai 30-40 000 euros de cash flow là. Est-ce que la banque, elle préfère un privé qui a 30 000 euros son compte épargne ou une société qui a 30 000 euros de cash flow
Hello. Et est-ce qu'on peut activer d'autres leviers en étant entrepreneur? Il y a beaucoup de questions dans ta question. Je vais commencer par. Je vais me détendre pendant 10 minutes, donc je t'ai lancé. Fais-toi plaisir, c'est ton moment. Je vais commencer par le début. Donc, acheter en société, si tu veux, on va analyser ta société un peu comme on t'analyse toi, en fait. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, elle existe depuis combien de temps? 3, 4, 5 ans, pas de problème. Elle existe depuis 3 mois, ça va être compliqué. Si elle est là depuis 2 ans, on va dire, bah, OK, t'as 2 AER, t'as deux bilans, exactement. On peut voir effectivement si elle fonctionne bien ou pas. Génial, on va peut-être te financer ou pas. Ça, on va analyser. Donc, ça, c'est une première chose. On va analyser en fait les mêmes critères que quelqu'un qui est en privé. Donc, on va analyser la quotité. OK, est-ce que tu as assez de cash pour acheter ou assez de garantie pour acheter le bien que tu veux en question? C'est la première chose. Deuxième chose, on va analyser donc le taux d'endettement. Donc, on va regarder si tu veux si elle a les moyens de rembourser mensuellement. Maintenant, l'avantage que tu as sur une société par rapport à un privé, c'est que là, en fait, tant que ta société est en bénéfice, tant qu'elle fonctionne, tant qu'elle existe, tu peux y aller. Donc, par exemple, un particulier va peut-être être limité à 1 ou 2 biens par an, hein, sauf erreur. En société, si ta société peut en acheter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aucun problème, tu peux. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Et alors, à côté de ça, en fait, il y a aussi des montages où tu peux utiliser... tu peux jouer entre privé et société. Donc, un truc qu'il faut savoir, par exemple, qui est intéressant, c'est que tu peux utiliser des garanties privées que tu vas mettre en gage pour financer des biens en société. Attention que des biens en société, tu ne peux pas les utiliser pour mettre en gage pour le privé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a cette raison économique où la société, par définition, doit faire du bénéfice. Et dernière chose, dans les choses que tu peux faire justement, il faut savoir aussi que tu as des possibilités de souscrire, en tout cas pour ta société, à des produits financiers, style PLCI, EIP, etc., qui sont payés par ta société, mais qui vont te permettre de financer tes biens en privé. Donc ça, c'est relativement... Et ces produits-là sont déductibles à 100%, donc c'est chouette. D'une manière générale, je dirais que les banques sont quand même toujours un tout petit peu plus hésitantes dans le cadre d'une société, parce qu'une société peut faire faillite. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une société qui génère beaucoup de cash, qui a plein de succès, qui tourne très très bien, et puis il y a un machin qui n'arrivera jamais, genre le Covid. Et ça ferme. Et des sociétés qui étaient vraiment avec plein de succès et qui tournaient magnifiquement bien, tout d'un coup mettre la clé sous la porte. La faillite, c'est la mort. C'est-à-dire que quand une société, malheureusement, doit déposer le bilan, et il y en a quand même 10 000 par an qui font ça en Belgique, on va essayer de revendre les actifs, donc les bâtiments qu'il y a dans la société, récupérer les sous. En général, il y a plus de dettes, puisqu'on fait faillite, il y a plus de dettes que d'actifs. Donc, et à partir du moment où la banque, peut-être, ne va pas tout récupérer, eh bien, c'est fini. Quand on est en personne physique, eh bien, si on a malheureusement un revers de fortune et qu'on n'arrive pas à rembourser son crédit, la banque va évidemment saisir le bien et le mettre en vente. Et s'il reste un solde, eh bien, la personne physique continue de vivre et va sans doute pouvoir aussi, va être tenue de récupérer, de rembourser le solde avec d'autres moyens. Donc, la perspective de récupération pour une banque sur du long terme est meilleure en personne physique qu'en société. La société, à un certain moment, il y a des gens qui ont dit, écoute, là, les bâtiments, il n'y a plus de loyer parce que c'est Covid, c'est machin, c'est trucs, voilà, on peut plus. J'arrête, je mets ça en faillite, tant pis, la banque prend une perte, c'est comme ça, la banque ne récupérera pas. Donc la banque va sans doute être plus vigilante quand il s'agit d'une société. Comment est-ce qu'on rassure finalement alors une banque? Parce que c'est vrai qu'un particulier, on demande le CDI, on s'intéresse un peu. Une société, c'est le bilan, on en a parlé, mais le bilan c'est le passé. Si je dois faire un dossier, préparer un dossier après avoir écouté ce magnifique podcast, qu'est-ce que je mets dans mon dossier? Qu'est-ce que la banque pourrait me demander? Elle va se baser, comme je disais tout à l'heure, en fait, sur les mêmes critères. Donc on va regarder, donc, et là Eric a raison, c'est pas qu'elles vont être, pas moins enclins, elles vont juste te demander, si tu veux, peut-être plus de garanties qu'en privé. Donc notamment, pour répéter un petit peu, tu te souviens quand t'achetais en privé, on te demandait soit une quotité de 90% quand c'était pour toi, soit de 80% quand c'était pour l'investissement. Pour une société, selon l'organisme, on va plutôt te demander une quotité de 75-70%. Donc elles vont déjà prendre un petit peu plus de garanties. Et en général aussi, la durée de crédit ne va pas se faire sur 25 ans ou 30 ans, mais en tant que particulier, elle va se faire sur 20 ans. Donc elle prend des garanties qui sont un peu plus, comment est-ce que je veux dire ça, plus grande, si tu veux, qu'en privé. Okay. Et derrière ça, du coup, alors, tu peux, comment est-ce que je peux dire ça, la banque, si tu veux, va prendre un peu moins de risques via ça, quoi. Et Eric et puis Elodie. Oui, ce qui est très important quand on discute avec sa banque, c'est les banques sont conscientes de ça, c'est des gens derrière les sociétés. Ouais. Et il faut
être correct, c'est la relation, c'est le sérieux du gérant. Alors si c'est une société unipersonnelle avec un indépendant, un entrepreneur ou même une petite entreprise, c'est la façon dont les autres engagements sont respectés. C'est la façon, vous savez, moi j'ai travaillé dans une banque au tout début de ma longue carrière et une question qui revenait souvent au comité de crédit, c'était dans quelle voiture il roule le gérant? S'il a la dernière Porsche ou un truc, on se dit, bon, le type, c'est pas une grande... est-ce que c'est une priorité? Si le type, il a un 4x4 parce qu'il doit... ou un minivan parce qu'il doit transporter du matériel, etc., ça va plus rassurer. Donc, il y a aussi... on va dire le comportement, pas uniquement les sûretés, les cautions, l'hypothèque, etc. Mais il y a aussi le sérieux avec lequel on gère son entreprise. C'est extrêmement important et ça va, dans le cadre d'un emprunt en société, ça va évidemment influencer la décision et l'avis favorable que le banquier, que l'agence bancaire va pouvoir donner. Et le dit, je vois que tu acquiesces, tu as envie de nuancer, d'ajouter des choses par rapport à ça? À la relation bancaire? Chose, mais rien à voir avec la banque, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure au niveau de la faillite, etc., c'est que quelque chose qui se fait souvent quand le patrimoine s'en justifie, la vision s'en justifie, c'est de scinder à un moment donné sa société commerciale, société opérationnelle, et de créer une société patrimoniale sur le côté. Parce que s'il se passe quoi que ce soit, au moins, si la société, par exemple, commerciale fait faillite, on ne touche pas à la société patrimoniale. Et donc, c'est une manière aussi de protéger un peu son patrimoine de l'une ou l'autre manière, peu importe de quel côté on se trouve. Et donc, c'est vrai que c'est aussi intéressant à un moment donné de scinder ça pour plus de sécurité. Et puis, il ne faut pas oublier que au plus on démultiplie un petit peu les entités juridiques, donc soit en personne physique, une société opérationnelle, une société immobilière et ainsi de suite, c'est 3 forces de frappe pour faire potentiellement plus de projets en même temps, puisque chaque entité juridique a des capacités d'emprunt différentes, etc. Donc on va 3 fois plus vite aussi. C'est très intéressant ça, parce que c'est vrai que c'est une des peurs, un des arguments qu'on met sur la table souvent, se dire oui, t'achètes ton société, elle fait faillite, t'as perdu ton bien, t'as perdu ta maison, t'as tout perdu. À quel moment alors se justifie le passage en société patrimoniale? Quel est le drapeau qu'il faut aller choper pour se dire ok, là on y va, on crée cette société patrimoniale? Alors il y a des types d'activités qui sont un petit peu plus en red flag, si je peux dire ça comme ça. Par exemple, tout ce qui est secteur Horeca, où il y a beaucoup de marchandises, où il y a beaucoup de techniques, etc. Des sociétés qui peuvent plus facilement tomber en faillite que d'autres. Par exemple, une activité de consultant, on sait qu'il n'y a pas énormément de frais, on sait qu'il y a beaucoup de marge derrière, la probabilité est beaucoup plus faible aussi. Donc, si on prend l'Horeca versus le consultant, il vaudra mieux pour l'Horeca créer assez rapidement une société du coup patrimoniale pour vraiment scinder, comme ça si le commerce est cédé, si on fait faillite, si quoi aux caisses, on sait toujours pivoter sur son autre boîte. Si on est consultant, on peut très bien dans un premier temps démarrer, capitaliser sur ce qu'on a déjà, parce qu'on va être aussi beaucoup plus fort aux yeux de la banque, parce qu'on a des bilans, parce que ci, parce que ça, et puis après dans un second temps, si la vision a développé son parc, eh bien hop, passer sur une partie plutôt patrimoniale. C'est-à-dire que plus l'activité est lourde, et l'activité commerciale est contraignante, plus il faut rapidement scinder les deux à partir du moment où on a plusieurs bâtiments. Parce que, en fait, si tu veux, si dans ta société unique, tu achètes un premier bien. Bon, tu fais de la consultance, tu es informaticien. Et puis un deuxième, et puis un troisième. Bon, tu dis, ok, celle-là, je vais la faire patrimoniale et je vais transférer mon activité IT dans une autre petite société. Il n'y a pas grand-chose à transférer. Il y a un ou 2 clients, tu fais de la société A vers la société B et ta société commerciale initiale, tu la transformes en patrimonial. Toi tu conseilles de transformer la société initiale. Je conseille rien, mais tu peux faire le chemin inverse en fait. Si tu as un resto, si tu as 3-4 restos ou si tu as du stock, tu vas commencer à tout vendre de la société A à la société B, les fonds de commerce, les contrats, le personnel, etc. Donc plus c'est lourd, plus c'est compliqué. Mais la banque, par exemple, la banque, ok, je crée avec ma société parce qu'il y a un passif, il y a des bilans, etc. Donc je peux capter là-dessus pour acheter, j'investis. Et puis après, quand l'investissement est fait, quelques mois après, 1 an, 2 ans après, je sors le truc et la banque, elle va rien dire à ce moment-là. La banque, tant que les crédits sont remboursés, tu as la paix royale avec ta banque. Alors, de temps en temps, ils vont quand même vérifier le bilan, etc., voir si... Mais si les crédits sont remboursés, chaque mois qui passe, la banque est rassurée un peu plus, puisque le montant, le solde que tu dois encore à la banque diminue. En principe, le bien prend quelques points de pourcent de valeur. Et voilà, c'est 1 mois, 1 mois, 1 mois. Et tant que c'est remboursé, tant qu'il n'y a pas de retard, la banque te fiche la paix royalement. On passe assez de temps à courir derrière les gens qui ne payent pas que pour commencer à courir derrière ceux qui payent.
On me dit dans mon oreillette que je n'ai pas, qu'on est déjà presque à 30 minutes. Et, c'est fou, j'ai l'impression qu'on a commencé il y a 2 minutes. Finalement, ce sujet, au départ, je me dis, ça, on va le plier en 20 minutes, mais finalement, on a encore plein de choses à dire. Malheureusement, il va falloir déjà stopper. Donc, on invite évidemment tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, à poser des questions en commentaire, à partager leur expérience, à dire comment eux ont vécu leur relation aux banques, comment ils ont investi en société, si ça s'est bien passé ou pas, s'ils ont été convaincus finalement par tout ce qu'on a dit. Mais forcément, petit rituel, on va faire un dernier tour de table pour être sûr qu'on a bien tout dit. Et on va terminer par toi, Elodie, on va commencer par toi, Eric. Si tu devais conclure, dire une dernière chose par rapport à cette question de investir en privé ou en société. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Il faut réfléchir aux implications. Lorsqu'on achète à l'acquisition, fatalement, il y a des avantages puisqu'on peut déduire beaucoup plus de choses. Il faut faire attention à la revente. Il faut faire attention en cas de déconfiture, de faillite. Donc, il faut vraiment, lorsqu'on achète en société, penser sur du long terme. Anthony? J'ai 2 petits conseils. Le premier, ce serait essayer un peu et heureusement que cette émission-là est là pour ça, essayer de vous renseigner un maximum sur tout ce que vous pouvez faire en privé et en société, parce que pour rejoindre Eric, il y a autant de mécanismes et de possibilités qu'il y a de situations en fait. Il y a vraiment chaque situation, vu qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chaque cas, selon ce que tu veux faire, tu vas choisir des solutions que quelqu'un d'autre ne prendra pas forcément. Et dernière chose, un avantage aussi de la société, on n'a pas trop parlé, mais je pense que vous l'avez mentionné dans une autre émission, c'est quand on a une société patrimoniale, c'est aussi qu'on peut léguer plus facilement. Il n'y a pas de droit de succession, tu peux donner les parts en fait. Donc c'est effectivement super important. Et à un moment donné, ça devient quand tu as un patrimoine qui est vraiment important, ça devient quasiment inévitable, si je peux dire ça. Et on voit que tu es un vrai fan de cette émission, parce qu'effectivement, on en a parlé dans cet épisode sur les droits de succession vs donation avec notre porte-parole des notaires qui était avec nous et qu'on retrouvera très bientôt dans cette émission. Elodie, le mot de la fin pour toi? Alors, le mot de la fin, je dirais, donc ça va rejoindre un petit peu ce que Eric et Anto ont dit ici, mais en fait, avec tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, on voit qu'il y a un panel vraiment énorme de ce qu'on peut faire en société. Et peut-être que certaines personnes qui regardent l'émission se disent « Waouh, c'est vraiment le Saint Graal, c'est le truc absolument à faire ». Et en fait, il faut aussi dire que ça paraît facile comme ça, mais dans les faits, ça l'est pas vraiment. Et nous, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en coaching, qui me disent, voilà, j'ai pas un rond, je suis salarié, je veux créer ma boîte pour investir dans l'IMO, aller à la banque, on va me financer, je vais enchaîner, et puis hop, ça va être la fête, etc. Et en fait, malheureusement, c'est souvent la douche froide quand on se dit que derrière, il faut avoir une vraie vision, une vraie stratégie, il faut être conscient aussi de ce que ça implique, parce qu'il y a quand même aussi pas mal de réglementations là-dessus. Ça a l'air bien beau comme ça, mais voilà, attention aussi à un peu l'objet brillant qui pourrait croire que c'est pas toujours adapté, et donc du coup, parfois on peut s'aller dans des chemins qui sont pas bons pour nous, et donc attention à ça. On peut aussi commencer d'abord en personne physique, et puis après, si ça a du sens, faire un point avec un conseiller, quel qu'il soit, voir, et si c'est le cas, mettre une vraie stratégie à court, moyen et long terme pour y arriver. Je vais donner un dernier conseil, c'est évidemment d'aller maintenant, juste après cette émission, cliquer sur le lien de ton podcast à toi que tu as fait, qu'on va mettre en commentaire avec pas mal d'informations complémentaires. On l'a regardé récemment pour préparer cette émission et c'était très riche aussi en enseignements. Merci Elodie, merci Anthony, merci Eric. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode du Rendez-vous des Proprios. On vous invite vous aussi à aller checker nos réseaux sociaux, puisqu'il y a toujours des contenus qu'on partage en complément de cet épisode, puisque l'épisode on le partage généralement le lundi, et puis pendant 2 semaines, les meilleurs moments, mais aussi des carousels photos sur Instagram. allez voir ce qu'on fait, et puis on vous invite à partager, commenter, liker, en parler autour de vous. Et on remercie évidemment nos partenaires Imovlan qui nous a rejoint dans l'aventure, PNV et Eloya aussi, et on vous dit à bientôt dans un prochain épisode. Ciao ciao.